Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche mes amis, comment allez-vous ce matin? Bien, j'espère. On va parler d'un sujet consensuel, oui, parce que dans ces temps troublés, on a besoin de réunir, de rassembler, et c'est un sujet qui ne divise personne, puisqu'on va parler d'un sujet dont vous n'avez pas entendu parler depuis au moins 2 semaines, qui a disparu du champ de l'actualité. Je veux parler des Jeux Olympiques. Oui, ces Jeux Olympiques qu'on nous vantait comme l'événement de l'été, ils ont un petit peu disparu. Vous avez remarqué de l'actu ces temps-ci. On va parler donc des JO, et plus particulièrement, puisqu'on est dans Ferniaud fait le marché, parler de la restauration, de la façon de se nourrir qu'auront les touristes, les Parisiens et tous ceux venus visiter notre belle capitale au moment du mois de juillet-août. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Pour aborder ce sujet, comme d'habitude, des grands professionnels autour de moi, parce que moi je ne suis qu'un amateur en la matière, je reçois ce matin Franck Delvaux, qui est le président de l'UMI de Paris-Île-de-France. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va rappeler dans un petite seconde ce qu'est l'UMI, et face à Franck, je reçois Alain Fontaine, qui est le président des restaurateurs, des maîtres restaurateurs de France. Ouais. Bonjour Alain. Bonjour Vincent. Tout va bien? Oui, parce que je voulais qu'on brosse un peu le tableau en ce début d'émission de la restauration parisienne. Et quand je dis la restauration, je l'élargis. Bien sûr, on a tout ce qui touche la restauration tradie et les maîtres restaurateurs en la personne d'Alain, mais l'UMI, c'est beaucoup plus large que ça. C'est les restaurateurs, les hôteliers également, et puis les cafés, les bars tabac, enfin tout ce qui touche les lieux de restauration. Alors Franck, comment se présente le tableau? Parce qu'on entend, en fait, je voulais un peu rassurer nos auditeurs. On a l'impression que les restaurateurs et tous les métiers de bouche fuient Paris au moment des JO. Alors, les Parisiens déjà veulent fuir Paris. Oui, alors les Parisiens, ils veulent de la tranquillité au moment des Jeux Olympiques. Ils veulent fuir Paris. Nous, on sera là. Certains seront fermés parce que entre les QR codes, les restrictions de circulation, les réservations, on voit bien que ce sera difficile. Attendez, là, vous parlez peut-être à des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce que vous évoquez. Qu'est-ce que c'est les QR codes? Les QR codes, selon les emplacements, selon les endroits, les zones rouges, les zones SILT, qui sont les zones les plus sécurisées, ouais, sont les endroits où il y aura les événements sportifs, puisqu'on aura le marathon dans la ville de Paris, la course de vélo dans la ville de Paris. Oui, parce que tout n'est pas dans des stades, évidemment. C'est lâché dans les rues pour certaines épreuves. Tout à fait. La cérémonie d'ouverture, oui, eh bien, il faudra, dans certains endroits, si on est en véhicule motorisé, pouvoir avoir un QR code. Par exemple, nos employés, nos livreurs devront avoir un QR code pour pouvoir entrer dans ces zones-là. C'est un badge qui est affiché sur le véhicule, par exemple, ou qu'on a sur son portable? Ouais, ce sera sur une application. Ce sera une application et il faudra montrer son QR code. C'est-à-dire qu'on aura un laissez-passer comme au bon vieux temps du Covid. Alors ça va un peu ressembler à ça. Ça va un peu rappeler le Covid. Il faut quand même souligner qu'on travaille beaucoup avec la préfecture de police de Paris, ouais, qui essaye aussi quand même de faire en sorte que les choses de rendre fluide puissent se faire. Mais s'ils savaient faire, on le saurait depuis un moment. Mais on est aussi en période de sécurité maximale et bon. Bon, alors Alain Fontaine, pour les restaurateurs, évidemment, même motif, même punition. Le QR code, ça veut dire en clair que pour se déplacer dans Paris, on va être entravé. Et donc, on pourra pas, si on est touriste ou si on est parisien, on ne pourra pas au débeauté décider d'aller déjeuner ici ou là, ou dîner ici ou là. Il faudra avoir réservé. Alors, c'est pas tout Paris qui est pris. Vous avez le périmètre bleu, le périmètre rouge et le périmètre gris. D'accord. Ça, c'est une chose. On peut dire grosso modo la carte. Alors, quoi, le périmètre gris, c'est le périmètre gris ou noir, c'est tout ce qui est Concorde, ce qui est Invalide, le centre, Trocadéro, le centre, c'est là où sont les épreuves. D'accord, le centre. Le de périmètre, autour de la Seine, on pourrait dire pour faire simple. Autour de la Seine, oui. Autour de la Seine. Une bande autour de la Seine. Surtout sur la rive droite. D'accord. Le périmètre rouge, c'est ce qu'il y a autour, un petit peu du périmètre noir. Et là, c'est là où ça commence. C'est au périmètre rouge, c'est-à-dire que il faudra un badge d'accès, ouais, qu'on a reçu par la préfecture, ouais, qu'on a déjà téléchargé, pour pouvoir rentrer en voiture. Car vous pourrez passer à pied ou en trottinette. Attention. Ce que vous me dites, c'est que uniquement dans le rouge, pas dans le noir.
Dans le noir, on pourra rentrer. Non, noir, c'est pour personne. C'est vraiment oui, c'est des places. C'est parce que vous avez des. Mais par contre, rouge, vous pourrez rentrer en trottinette et à pied. Par contre, si vous êtes en voiture, vous devrez effectivement avoir ce badge d'accès, mais vous ne pourrez pas rentrer par n'importe quel coin. Vous aurez, ça va nous être indiqué prochainement, des endroits où vous pouvez accéder. C'est là où est le problème, c'est qu'effectivement, dans la journée, vous pouvez avoir des embouteillages, vous pouvez avoir des choses comme ça. Par exemple, un taxi ne peut plus marauder. Un taxi. Oui, c'est ça. Oui. Ne charge pas à l'encan. Dans le périmètre rouge, un taxi ne peut plus marauder. Donc, si vous voulez, le badge d'accès est très important pour le périmètre rouge. Pour le périmètre bleu, vous n'en avez pas besoin. Là, c'est tout autour, en fait. Le périmètre bleu, c'est tout autour. Oui. Tout à fait. Autour et grande couronne. Enfin, petite couronne. Voilà. Là où il n'y a pas d'épreuve, là où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de niveau de sécurité, là, vous pouvez circuler. En fait, c'est de la chance. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de circulation motorisée. Dans les zones rouges, effectivement, vous êtes en trottinette, en vélo, ce que vous voulez, ou à pied. Là, vous pouvez entrer. Et après, il faut quand même souligner la période du 18 au 26 juillet, qui est sur toute la zone de cérémonie d'ouverture des JO, où là, ça va être ultra sécurisé. Dès le 18 juillet. C'est encore plus noir que noir. Avec des stations de métro fermées. Voilà, des stations de métro fermées. Et surtout, avoir des réservations. Même pour pouvoir se rendre dans un bar, ce qui complique quand même particulièrement nos métiers, puisque si on décide tous les deux d'aller boire un verre, on va pas se décider une semaine avant d'aller boire un verre. En général, non. C'est un peu un achat d'impulsion, on peut dire. Ça. En tout cas, un déplacement d'impulsion. Mais alors, Franck, on peut dire qu'il y a deux lectures sur ce problème des zones. Il y a la lecture du professionnel que vous regroupez à l'UMI. Je rappelle, c'est le premier syndicat professionnel de la restauration et de l'hôtellerie en France. Donc, tous vos adhérents, en quelque sorte, professionnellement, pour leur déplacement professionnel, c'est-à-dire aller au boulot tout simplement, et les livraisons, évidemment les livraisons de marchandises, de produits alimentaires, etc. Déjà, c'est un gros merdier, excusez-moi ce mot, mais pour les touristes, c'est encore pire, parce que quand on débarque à Paris, qu'on ne connaît pas la capitale en plus, je ne sais pas comment ils vont s'y retrouver. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour les aider ? Alors, il y a beaucoup d'informations, et si je peux conseiller les auditeurs, c'est d'aller sur le site de la préfecture de police de Paris, puisque là, il y a énormément d'informations qui sont données et qui sont mises à jour régulièrement. Oui, mais on ne parle pas aux Coréens, ni aux Tongiens, ni aux Guatémaltèques. Non, c'est quand même en anglais pour ceux qui parlent anglais. Ah bon, d'accord, déjà, ça aide, effectivement. C'est déjà ça. Après, soyons clairs, Paris, c'est la capitale mondiale du tourisme. Il faut reprendre les chiffres. L'été, Paris, c'est 7 millions de touristes, dont 3,5 millions d'étrangers. Donc quand on nous dit les JO, c'est 15 millions de touristes, non, c'est pas 15 millions de touristes, c'est 15 millions de personnes qui ont peut-être acheté des billets, dont plus de 50% sont des Franciliens. Donc eux, c'est pas des touristes, c'est des gens qui vont aller voir les épreuves. Et je prends les chiffres du COJO, les chiffres du COJO, c'est-à-dire qu'il n'y aura que 1,5 million d'étrangers, de touristes étrangers, qui vont venir pendant les JO. Si vous prenez un Américain, un Chinois ou un Japonais qui veut visiter le Louvre, le château de Versailles, les Champs-Élysées, les grands magasins, il va pas venir pendant les JO. Ça fait 6 mois qu'on lui dit « Oh là là, attention, c'est pas le moment. Tout va être cher, les transports, ça va être compliqué. » Il se dit « Ben non, je viendrai après les JO. » Attendez, je traduis. Vous êtes en train de me dire, en fait, il n'y aura pas tellement plus de touristes, ça sera juste des touristes dédiés aux JO qui vont remplacer les touristes habituels ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'a pas l'air d'accord, Alain Fontaine. Non, vous pensez qu'il y aura quand même une petite proportion de... Oui, parce que là, on le voit au niveau des réservations des hôtels. Les hôtels, les grands hôtels sont bien réservés. Et alors... Le problème, et Franck n'a pas tout à fait tort, c'est qu'on commence à avoir du last booking. C'est-à-dire qu'il y avait des hôtels qui n'étaient pas réservés, et là, ça commence à affluer. À rentrer maintenant. À rentrer. Un mois avant. Tout à fait. Ça commence à arriver. Les réservations pour les restaurants, ça y est, ça commence à bouger. Mais c'est vrai, et qu'il y a encore quelques temps, ça ne bougeait pas. Si vous voulez, on est sur du last booking. Il y aura beaucoup plus de touristes que les autres années, ça c'est très clair. Pour les restaurants, certains, faut pas oublier qu'ils vont être fermés naturellement. Ah, c'est ça dont je voulais qu'on parle. Ils sont fermés naturellement. Comme tous les étés, voilà. On peut dire. Alors, ce que l'on sait, c'est que les restaurateurs n'ouvriront pas. S'ils ont l'habitude de fermer, ils n'ouvriront pas. Ou alors vraiment à la marge. D'autres, mais très peu, vont fermer. Parce qu'ils sont effectivement sur des emplacements qui va leur poser un problème, mais c'est très peu. Et puis, les autres ne vont pas augmenter leur capacité. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas recruter.
on a très peu de possibilités de recrutement. Ce qui veut dire des saisonniers pour les JO, les saisonniers pour les JO, c'est des jeunes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profiter des JO. Ouais. C'est une occasion extraordinaire. Les JO, c'est juste un phénomène. Donc, il y a des contraintes. Elles sont importantes parce qu'il y a aussi le problème des livraisons. Moi, j'ai reçu des courriers déjà de livraison sur le vin. Ils vont pas livrer pendant la période des JO. Si vous n'avez pas fait... Faites des stocks, quoi. Faut faire des stocks. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est que vous avez des professionnels, parce qu'il y a des restaurateurs et des hôteliers qui sont syndiqués, mais c'est pas la majorité du genre. Il faut le savoir. C'est plus de 50% de restaurateurs à Paris et hôteliers ne sont pas syndiqués. Donc ils n'ont pas les informations très bonnes que donne l'UNI et donne le GHR. Ouais. Donc vous avez des gens qui se réveillent en ce moment. Est-ce que vous avez des adhésions de dernière minute en disant il faut qu'on se sente un petit peu soutenu, un peu protégé, un peu informé? Oui, parce qu'on est aussi régulièrement en contact avec les différentes autorités, donc on a quand même les bonnes informations. Mais ce que vous voulez, par rapport à ce que disait Alain, nous on a analysé ce qui s'est passé à Londres. C'est ce qu'il y a de plus comparable avec nous. À Londres, qu'est-ce qui s'est passé? Les hôtels, les cafés, les bars, les établissements de nuit ont moins bien travaillé qu'un été normal. Et moi, j'espère que je me trompe. J'espère que je reviendrai et vous direz, non, mais Franck, vous avez dit n'importe quoi. Non, c'est pas mon genre. Hein. Mais je vous laisserai le dire vous-même. Mais je le dirai. Mais je pense qu'on va avoir le même phénomène. Là, effectivement, on a raison, c'est que ça fonctionne bien dans le haut de gamme. Pourquoi le haut de gamme? C'est tous les grands sponsors qui invitent leurs clients VIP de par le monde, les médias, notamment américains, qui seront très présents, qui réservent dans des grands hôtels, et puis des grandes sociétés internationales qui invitent leurs clients ou leurs collaborateurs. Donc dans le haut de gamme, ça fonctionne. C'est pas le cas, et d'ailleurs même dans les locations meublées touristiques de courte durée, mais je vais pas les plaindre. Tant mieux pour eux. Ils commencent. Il y en a qui pensaient avoir gagné au loto. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas gagné au loto. Ils n'ont pas un seul bon numéro. Donc, écoutez, effectivement, il y a eu de l'abus, comme on pourrait dire, dans la location de meublés temporaires. Et c'est peut-être effectivement bien fait pour ceux qui ont cru jouer à la loterie et gagner à coup sûr. Mais voilà, on va rester ensemble, messieurs. Restez avec moi. On va s'interroger encore sur le dispositif, parce qu'on n'oublie pas qu'on reçoit le monde entier et que, la cuisine et les beaux produits français, ils attendent ça aussi, nos touristes. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour en studio. Quand l'émission commence 10h15, on a déjà faim et on a faim d'infos ce matin sur un sujet qui nous touche énormément. Les JO et le dispositif, on va dire gastronomico-alimentaire pendant les JO à Paris et dans le Grand Paris. Alors ce matin, avec moi, Franck Delvaux, le président de l'UMIH, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui touche là, évidemment l'hôtellerie, la restauration, les cafés, les bars tabac, même les nightclubs, ils sont multicartes à l'UMI. Il en reste encore, même pendant les jours, on va le voir. Merci d'être avec moi, Franck. Et en face de vous, Alain Fontaine, le président des maîtres restaurateurs de France, de France et peut-être de Navarre. On ne sait pas s'il y a des... À l'étranger, il y en a. Voilà, comme quoi. Et on se posait la question de savoir quel était le dispositif, en fait, s'il allait être respecté. Comme je le disais juste avant la pub, en fait, les touristes qui débarquent en France, ils viennent pour les JO, certes, mais ils ont quand même cette idée qu'ils vont se régaler, qu'ils vont être reçus, qu'ils vont pouvoir se nourrir dignement dans la capitale. Et on a senti qu'il y avait une certaine défection ou peut-être un manque d'intérêt de ceux qui auraient pu rester ouverts alors qu'ils sont d'habitude fermés en période estivale. Et Franck, vous me disiez, ça n'a pas tellement bougé, il n'y a pas tellement de restaurateurs qui devraient être fermés qui vont ouvrir. Non, certains seront fermés parce qu'ils sont vraiment sur la zone silt du parcours de la cérémonie où là ça va être très compliqué. Oui, parce qu'on l'a expliqué en première partie, il y a des zones noires, rouges, bleues et avec des badges, enfin en tout cas des passes pour tout le monde. Avec une partie des terrasses d'ailleurs qui vont être enlevées pour pouvoir assurer la sécurité. Donc ça... Même la vie parisienne, c'est les terrasses. C'est l'ADN de Paris, c'est les terrasses qu'on a d'ailleurs obtenu. Surtout en été. Qu'on a obtenu sur les terrasses estivales jusqu'à minuit.
la période du 1er juillet au 8 septembre. Et donc, une partie des terrasses devrait être démontée. Donc, c'est sur un établissement en plein mois de juillet qui n'a pas de terrasse, ou au mois d'août, c'est un peu compliqué à Paris. Sauf à avoir une bonne clim et qu'il fasse très chaud dehors et qu'on soit content de s'y retrouver dans la clim. On est d'accord ? Ça peut être ça aussi. Mais même quand il fait chaud ou fait froid, les clients aiment bien être en terrasse. Alors, j'ai avec nous ce matin au téléphone un acteur majeur de la restauration parisienne. C'est Christophe Joly du groupe du même nom. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Merci de nous avoir passé un petit coup de fil. Je voulais vous avoir en ligne, Christophe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont évidemment en région, par exemple, le groupe Joly, ça leur dit pas grand-chose. Pourtant, c'est un groupe à l'ADN aveyronnais, mais bien installé dans la capitale, avec des grandes enseignes, évidemment. Alors, j'ai envie de dire, on va commencer par les bouillons chartiers, hein, qui sont chez vous, mais surtout les congrès. Hein. Il y a 2 ou 3 congrès qui sont en fait des grandes brasseries avec banc d'écaillés, hein, qu'on aime bien. Tout ça, c'est aussi une image de la restauration parisienne. Puis alors, belles enseignes, le Vepler, Sébillon, et puis le Grand Colbert. Je dis ça parce que ma fille, c'est son souvenir d'enfance, les pommes soufflées. Donc voilà, le groupe Joly, c'est un groupe de brasserie parisienne. Donc vous êtes vraiment au cœur de l'action des JO pour recevoir les touristes. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Je vous pose la question de but en blanc. Vous avez prévu quoi? Nous, on se prépare bien évidemment à cette belle fête qui se profile fin juillet, mais pour nous, en termes d'organisation, on va dire en interne sur les restaurants, il n'y a pas de changement puisqu'on est ouvert toute l'année. Ah oui, alors donc, vous, l'été, c'est un été normal, pratiquement. Un été pratiquement normal, à part sur une quinzaine de jours, on va dire, quand même, sur laquelle, effectivement, on s'attend à avoir du monde, mais derrière, on a donné nos CP à l'ensemble de nos collaborateurs, comme chaque été. Derrière, nos organisations internes n'ont pas été bougées, en tout cas, ou très impactées, n'ont pas très impacté. La seule chose que j'ai demandé, c'est au niveau des directeurs et des chefs d'être présents sur cette quinzaine-là, parce que effectivement, c'est une opportunité quand même un peu de tenir la boîte, pour nous restaurateurs français, parisiens, de représenter au mieux quand même notre pays, nos valeurs, nos restaurants. Moi-même, je serai pendant toute la quinzaine, même une grosse partie de l'été, sur place. Mais après, je dirais que c'est, hormis les JO, c'est un été en termes d'organisation qui est normal. Maintenant, il y a quand même quelques zones d'ombre. On parlait de l'approvisionnement avec Alain Fontaine, par exemple. On sait que les livreurs, ça va être compliqué dans Paris. Comment vous palliez ça, vous ? Alors, moi, j'ai un peu de chance. J'ai un peu de chance, c'est que sur l'ensemble des établissements, je suis essentiellement sur des zones dites blanches. Bleu, donc. Bleu. Sur lesquelles je ne serai pas impacté par les limitations comme on peut avoir sur les zones rouges. Et pour la fréquentation non plus, du coup. Les gens peuvent venir au débeauté et s'installer à une terrasse chez vous. Et normalement, effectivement, je ne devrais pas avoir de problème sur l'ensemble des restaurants de ce point de vue-là. Mais j'ai pas beaucoup de terrasses, j'ai pas énormément de terrasses, donc malheureusement. Mais en tout cas, l'accès des restaurants, à part pour la cérémonie d'ouverture, sur des moments assez précis, je crois la course cycliste et la porte-maillot qui va être impactée le jour de la cérémonie d'ouverture. Pour le congrès, pour le congrès maillot. Pour le congrès, pour l'auberge Dab et pour Sébillon, exactement. Alors, Dab et Sébillon. Ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, c'est de dire d'abord qu'on peut échapper au marasme du tout sécuritaire du centre de Paris, hein, si on est bien placé. Mais aussi, ce qui m'intéresse, et là je me tourne vers Alain Fontaine, c'est qu'on voit bien que eux, ils sont dans le cœur du problème chez Joly, parce que un touriste qui vient de l'étranger pendant les JO, alors à part on va dire le très haut de gamme qui va chercher des 2-3 étoiles Michelin, la gastronomie exclusive, les grands hôtels, les palaces, la plupart, ils vont aller boire des coups dans les cafés, hein, Franck Delvaux, et le soir, ils ont envie de brasserie, c'est-à-dire de retrouver la bouffe entre guillemets parisienne, quoi, hein, la belle brasserie parisienne ou le bon bistrot parisien. Complètement. Ils vont venir chercher cela. La plupart, d'ailleurs, la majorité, parce que les 3 étoiles et hautes 2 étoiles, c'est une minorité qui peut accéder. Et donc, ça va être vraiment les bistrots, les brasseries qui vont en profiter. Et c'est vrai que, alors, moi, j'ai une plus petite entreprise que celle de Christophe. Oui, le Mesturet, vous êtes ouvert, vous ? On est ouvert tout le temps. Par contre, j'ai ouvert mes congés à mes employés depuis début mai.
et jusqu'à fin octobre. Pour qu'ils soient là au bon moment. Ils seront tous là. Là, j'ai des gens déjà en congé d'été pour qu'ils soient tous là. Toute l'équipe est là pendant la période des Jeux Olympiques. C'était très important. Mais c'est vrai qu'on sait que nos amis américains, chinois et autres, ils vont venir chercher cette attractivité parce que du Paris, Paris. Voilà, il n'y a pas que le Louvre, il n'y a pas que Notre-Dame, il y a les bistrots. Et il y a cette population qui restera quand même un peu, mais qui sera partie quand même pour une partie, la population parisienne qui sera dans les bistrots. Et eux, ils ont toujours entendu parler des bistrots et des brasseries. Bien sûr. Franck Delvaux, vos adhérents parisiens, ils ont anticipé, évidemment, hein, comme tout bon chef d'entreprise. Ils ont anticipé les appros, comme on a dit, les produits, il faut bien s'organiser. Mais ils ont aussi anticipé le personnel. Hein, comme le disait Alain Fontaine, on a peut-être donné des RTT à l'avance ou se débrouiller pour être au complet, à l'effectif complet au bon moment. On serait plutôt, nous, sur la tendance de Christophe Joly, de dire, bon, pour ceux qui seront verts, ils seront ouverts, de dire un peu, on verra bien ce que ça va donner. Parce qu'on oublie aussi le phénomène du télétravail. Ouais. Depuis des mois, on entend des appels au télétravail. Moi, j'entends parler de beaucoup d'entreprises qui seront en télétravail dès le 1er juillet. Ça veut dire que quand même... est-ce que le tourisme va remplacer le Parisien absent, quoi. Et puis, ça démarre que le 26. Or, le télétravail, beaucoup disent dès le 1er, dès le 2 juillet. Et d'ailleurs, le gouvernement a subventionné des campagnes, je trouve ça quand même assez scandaleux, des campagnes pour le télétravail. On voyait ça aux arrières de bus, dans le métro. Faites quoi pour les JO? Faites du télétravail. En disant, les JO, c'est la fête. Pour moi, la fête, c'est pas derrière un écran de télévision. Hein. C'est en présentiel, c'est dans les rues, c'est d'aller dans les bistrots, d'aller dans les bars. Mais on est quand même assez inquiet avec ce télétravail. Beaucoup d'entreprises ne veulent plus faire de réunions en présentiel à Paris dès le mois de juillet, en disant c'est trop compliqué. Donc ça nous oui, inquiète parce que aussi. la restauration en place assise en souffre dans son ensemble. Bien entendu. Oui. Et depuis le Covid, en fait. Depuis le Covid, on a perdu à peu près sur le midi, enfin Christophe pourrait le confirmer, mais on a perdu pratiquement 30% de la clientèle sur le midi avec le télétravail. Donc sur les Jeux Olympiques, ce que je crois, c'est qu'effectivement les services du midi vont être très calmes. Parce que les touristes seront partout et puis il y aura... Et puis dans les stades, et puis devant les épreuves. Par contre, je crois que le soir, sur Paris Centre et Paris un peu autour, ça va être blindé. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, le midi, je pense qu'on va avoir des services extrêmement calmes. Un peu tranquille. Christophe Joly, c'est comme ça que vous envisagez aussi les choses ? Oui, je partage complètement ce que vient de dire Alain. Effectivement, on va avoir une clientèle qui va assez bouger, du moins peut-être d'un site à un autre. Sera une clientèle, on va dire, avec de la vente à emporter. Oui, nomade, et après, derrière, et le soir... Alors, attendez, ce sur quoi je compte, hein, et que Alain aussi ou Franck peuvent compter dessus, c'est d'avoir les clients qui viennent chez nous le soir pour passer un moment plus de détente, et prendre son temps. Bon, voilà, après, à condition qu'il n'y ait pas trop d'épreuves le soir non plus, parce que si les stades sont pleins le soir, non, c'est vraiment les JO, c'est quand même un truc diurne, pas trop nocturne. Hein. Non, puis après, il y a les fan zones. Après, il y a de la Alors, clé, ça, je vois que je voulais aborder ça. Les fan zones qui nous pompent énormément de clients. Les fan zones, c'est quand même... Et pour les cafés. Il faut quand même savoir... Tenu par qui ? Enfin, c'est le COJO. Qui opère le COJO. Qui va gagner de l'argent? C'est le COJO. C'est pas nous qui payons des loyers tout au long de l'année. Avec, je le rappelle, comme sponsor, un des sponsors principaux, Coca-Cola. Alors, donc, la gastronomie française, là, elle fait pas très bon ménage. Donc, il y a 26, il faut quand même le souligner, il y a 26 fan zones en Ile-de-France. 26 fan zones, dans lesquelles le COJO loue des emplacements pour des buvettes, pour de la restauration. Et ça, moi, ça me choque, ça me gêne, parce que... C'est concurrence déloyale, selon vous? Ben oui, nous, on est là toute l'année. Alain, son restaurant, il est ouvert toute l'année. Il paye des impôts toute l'année. Il paye des loyers toute l'année. Et là, on vous rafle les clients au moment où il y a le jackpot à prendre. Avec les problèmes sécuritaires, qu'est-ce qui va se faire? On va dire les clients, les gens, une fois qu'ils sont dans les fan zones, ils sortent plus. Ils sont là, ils sont dans la fan zone. Donc, et avec Joly, le COJO n'a pas arrêté de commercialiser des buvets, des emplacements de restauration, etc., etc. Mais c'est pas normal. Il faut se rappeler de la détresse des établissements qui étaient autour des fan zones du Champ de Mars pendant le championnat d'Europe et même la Coupe du Monde. Tout à fait. C'était blindé, ça criait, ça hurlait, ça buvait. Et autour, c'était vide. C'était vide. Donc, si vous voulez, il y a une question d'équilibre qu'il va falloir vraiment faire.
Je pense que ça va être un bon coup pour nous, ceux qui restent ouverts. Mais par contre, on sait très bien qu'il va falloir s'équilibrer. Il va falloir faire attention à pas faire n'importe quoi sur le service du midi. Là où vous aviez 4 serveurs, vous en prenez que 2 et ça se passera bien. Gérer un peu il va falloir gérer, oui. Par contre, les contraintes, on les a. Alors par contre, ce que je sais moi depuis hier, c'est un comité d'indemnisation qui s'est mis en place à la Chambre des métiers de l'artisanat. Et donc les établissements qui vont impacter et prouver que c'est impacté soit par des problèmes de sécurité, soit par des problèmes sportifs, pourront être indemnisés de leur fermeture ou de leur fermeture partielle. Et ça, c'est très important. Donc on revient, je dirais, dans une démarche un peu covidienne où certains établissements, là c'était tous, vont pouvoir être indemnisés de la perte qu'ils vont enregistrer à cause des problèmes de sécurité ou sportifs. Messieurs, il nous reste 1 minute, je me tourne vers Franck Delvaux parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est qu'il paraît qu'il y aurait éventuellement un changement de gouvernement après le 7 juillet. Donc les JO vont s'additionner de problèmes peut-être de sécurité renforcée à l'annonce des résultats et par la suite. Ça va pas faciliter les choses. Vous avez des assurances quand même de la part de la préfecture ? On travaille beaucoup avec le préfet Nunez et la préfecture de police de Paris qui fait quand même son possible pour nous faciliter les choses et nous donner toutes les informations. Mais ce climat sécuritaire va pas dans le bon sens. On risque même d'avoir des annulations de touristes étrangers qui voyagent, comme on dit, safe. Et s'il se dit, les émeutes l'année dernière, ça a été terrible. C'était la guerre civile pour les autres télévisions. Voilà, pour les autres, c'était la guerre civile. On sait bien qu'on ne montre que ça sur les télés étrangères, mais pareil pour nous quand on filme l'étranger. Voilà, donc on est très attentif à ça et on espère qu'au moins les gens qui sont en place, qui ont organisé ces JO au niveau des préfectures, RATP, etc., restent en place. Parce que les changer juste avant les JO, ce serait dramatique. Écoutez, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que la dissolution a provoqué une baisse de la fréquentation. Il faut le savoir. On a les premiers chiffres depuis 10 jours, c'est moins 10, moins 20%. Les gens sont collés devant leur télévision. Et voilà. Donc écoutez, si on peut appeler les manifestants alors, quels qu'ils soient, quelle que soit leur obédience, à prendre l'apéro plutôt que de manifester dans les rues, voilà, peut-être ça peut fonctionner. C'est une très bonne idée. Allez gueuler, mais au comptoir. Exact. On est là pour ça, nous. Merci beaucoup. Merci Christophe Joly d'avoir été avec nous et je vous souhaite un bel été dans le groupe Joly. Merci. Merci Alain Fontaine, merci Franck Delvaux. On fera le point peut-être un petit peu plus tard dans l'été pour voir comment ça avance. Peut-être justement dans la quinzaine qui précédera les JO. Voir si tout a changé ou pas. Allez, merci. On continue l'émission. On va s'occuper encore de visiter Paris pour les touristes, mais sous un angle gastronomique. Vous allez voir, c'est très intéressant. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, vous le savez, on parle du dispositif en place pendant les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent à grands pas. Si vous aviez oublié, c'est peut-être à cause de l'actu qui a un petit peu oublié les JO, mais on en parle en tout cas ce matin dans Ferniaud fait le marché. Et après des nouvelles un peu compliquées quant à la restauration, d'ailleurs on suit l'affaire, comme dirait l'autre, eh bien on va donner des bonnes nouvelles. Parce que pour les touristes qui rejoignent Paris pendant les JO. D'ailleurs, Franck Delvaux de l'UMI nous rappelait que Paris est la première destination touristique au monde en matière de ville. Et la France, d'ailleurs, la première en termes de fréquentation, est toujours le premier pays au monde en termes de visiteurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'invité que je reçois ce matin. Bonjour, Mathieu Mercier. Bonjour. Mathieu Mercier, alors qui est cet homme ? Cet homme répond au doux nom de Matt Merci, c'est son pseudo sur Instagram. Et si vous le suivez, vous saurez que non seulement il est historien et guide touristique autour de la... historien de la gastronomie en tout cas. Passionné de gastronomie, passionné de tout ce qui se mange, Oui, c'est ça. Et donc, vous avez pas mal compulsé de vos dossiers et de vos bouquins pour aujourd'hui proposer une double offre. D'abord, une offre pédagogique, j'ai envie de dire, de vulgarisation de certaines... Ludique. Oui, mais c'est important d'enseigner des choses. Parce que vous êtes la preuve, et moi j'en suis une autre, qu'il n'y a pas que des conneries sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Non, c'est vrai qu'on essaye de transmettre... On essaye, c'est vrai, on essaye. Surtout quand on a des enfants, on essaye de transmettre quelque chose d'un petit peu constructif. Voilà, et qu'on puisse retenir quelques notions, quelques informations sur les produits, sur les plats, sur les spécialités. Complètement. Bon. Et par ailleurs, et c'est pour ça que je vous ai fait
fait venir ce matin, Mathieu, c'est parce que vous êtes, je le disais, guide touristique autour du ce qu'on appelle la food, c'est-à-dire l'alimentation et la gastronomie. Oui, voilà, c'est ça exactement. Donc je fais ce qu'on appelle des food tours. Donc je prends sous mon aile curieuse des touristes des 4 coins du monde et je fais une petite visite des meilleurs artisans de à chaque... pied. À pied, tout à pied, tout à pied. Et je visite, je sais pas, un chocolatier, un charcutier, un pâtissier, un boulanger dans Paris. Principalement dans le Marais, parce que j'adore le Marais. Le Marais, c'est pour moi, c'est le berceau, hein. C'est le premier berceau. Paris, c'est Lutèce. Mais voilà, c'est exactement ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pour moi, c'est mon petit bac à sable. Donc, comme je fusionne en gros la visite historique et la visite gastronomique, eh ben, c'est juste absolument magnifique. Je pourrais pas rêver d'un endroit plus riche, contrasté que le Marais. Il y a quelque chose d'incroyable tous les 50 mètres. Donc c'est génial. Oui, vous manquez pas à montrer, c'est sûr. Alors, racontez-nous un peu comment vous êtes venu à cette passion de la gastronomie. D'abord, vous êtes passionné de la France. Alors, c'est parce que vous venez de l'extérieur. ouais, absolument. Donc, comme beaucoup d'ailleurs de grands passionnés de la France, je ne suis pas français d'origine. Ouais. Je suis suisse et je suis un des rares Suisses à avoir fait le voyage dans ce sens-là, parce que je connais beaucoup de potes français qui se sont installés en Suisse. En fait, vous n'avez rien compris à l'évasion fiscale. Vous êtes bourré, quoi. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis en Suisse, mes potes qui ont des belles affaires en Suisse se foutent de ma gueule à chaque fois. Oui, voilà. Je me doute. Je suis le seul qui a rien compris. Ouais, complètement. Mais vous êtes venu et vous êtes tombé amoureux du patrimoine français. Complètement. J'adore Paris. La première fois que j'ai découvert Paris, vraiment, je suis tombé à la renverse. Vous venez d'où, excusez-moi, en Suisse? Lausanne, à côté de Genève. Ah, Lausanne, canton de Vaud. Oui, voilà, sur le bord du lac. La saucisse au chou, le papé vaudois. Oui, c'est ça, absolument. Les montagnes, le lac. Et non, donc j'adore la culture en général. Je suis passionné d'histoire, d'art, de gastronomie, de musique. Donc c'est vrai qu'à Paris, c'est Disneyland. Pour moi, c'est fabuleux. Et ça change tout le temps. Et ça se réinvente. Et disons qu'il y a de la matière. Grosse matière. Voilà. Et alors, vous emmenez, comme vous le disiez, des groupes de touristes. En général, comment ça se passe? Ils sont combien autour de vous à marcher et à découvrir? Je fais des tout petits groupes, grand maximum 8, et je ne fais que des tours privés. Donc, pour des clients qui sont déjà vraiment intéressés, qui sont des foodies, qui sont curieux. Qu'est-ce que c'est des foodies? Des passionnés de gastronomie, c'est ça? Ouais, des passionnés de bouffe, complètement. Qui ont les chakras ouverts. Alors, c'est pas une question d'avoir forcément la culture. Aussi. J'imagine, il n'y a pas que les chakras qui sont ouverts. Tout est ouvert. Les yeux, les chakras, les gosiers. Voilà, tout. Et non, mais c'est génial parce que c'est des gens qui sont curieux, tout simplement, et qui ont envie de découvrir, et qui ont envie justement de s'ouvrir à quelque chose qu'ils connaissent pas ou mal. Et moi, c'est pareil quand je voyage, j'adore découvrir des choses improbables et d'apprendre. Apprendre, c'est le sel de la vie. Je trouve ça fabuleux. Et voilà, donc ils me font cette confiance-là. Et ça me touche aussi beaucoup. On passe environ 3 ans ensemble. Et c'est du bonheur. C'est parce que je suis une espèce de courroie de transmission comme ça entre des gens qui sont intéressés par cette magnifique culture et des produits incroyables. Et oui, et j'ajouterais du fait que vous n'êtes pas français de naissance, vous n'avez pas ce côté blasé qu'on a quand on est né ici, où on a l'impression de tout connaître, tout savoir déjà, etc. Et moi, c'est quelque chose, franchement, qui me chagrine. Cette espèce de fashion française qui dure depuis des siècles, hein, de toujours se dire qu'on vit dans le pire pays du monde, que rien ne va, etc., etc. Il suffit d'aller un tout petit peu ailleurs, de regarder un tout petit peu de loin comment ça se passe en France. Oui, évidemment, il y a des problèmes, il y a plein de choses à régler, etc. Mais il y a quand même, voilà, en termes de patrimoine culturel, c'est phénoménal. Je reprends à ce titre la phrase de Sylvain Tesson que j'adore, que je cite souvent: la France est un paradis où les gens croient vivre en enfer. Et voilà, exactement. Et là, ça s'applique évidemment à la gastronomie. Et vous le disiez, hein, parce que je vous ai un petit peu charrié sur le canton de Vaud, et vous-même, vous avez cité 3 spécialités. Mais si vous deviez choisir, ici, c'est impossible. Tellement la gastronomie est riche. Vous devez faire des coupes sombres tout le temps, choisir entre le... Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a la saisonnalité qui finalement choisit un peu pour nous. Donc finalement, c'est comme il y a quelques jours, là, tout d'un coup, je faisais goûter des fraises différentes à des clients qui déjà, le concept de saisonnalité pour beaucoup
est quelque chose de difficile à appréhender, parce que évidemment, surtout quand ils sont américains aux États-Unis, ben il y a tous les produits qu'on veut tout le temps. Bien sûr. Donc de réapprendre la saisonnalité, de goûter tout d'un coup effectivement une fraise qui goûte c'est comme presque du plastique. de se contraindre en fait, hein, dans le gastronomie, c'est de se dire non, je ne mangerai pas des cerises en hiver, même si j'en trouve. Ouais, tout à fait, absolument. Et là maintenant, hop, un chèvre sublimissime qui arrive, boum, on tape dedans et puis c'est le feu d'artifice. Donc c'est génial. Ouais. Alors donc vous faites des tours, des food tours dans Paris. Et alors qu'est-ce que vous avez imaginé pour les JO? Parce que là vous allez avoir une clientèle peut-être un peu différente, un peu moins foodista, mais peut-être plus tournée vers la découverte de Paris lui-même, la ville. Oui, comme je fais des tours que j'appelle des history food tours. Donc ça peut être sur Napoléon, ça peut être sur Victor Hugo. C'est quoi par Antoinette. exemple le Napoléon Food Tour? Napoléon Food Tour, eh ben, on va retracer un peu les pas de Bonaparte jusqu'à devenir empereur. Principalement dans le Marais, et on va, alors lui n'était pas un grand gastronome, mais si on parle de la période, Talleyrand était un dingue de bouffe. Évidemment, c'est Carême, l'inventeur de la diplomatie à table. Absolument, et puis je veux dire, c'était une arme absolument essentielle, et il a beaucoup utilisé Carême avec ça, c'est extrêmement... Joséphine aussi a été une influenceuse de premier plan, elle a aussi tout compris sur le service à la française, sur la para, donc finalement il y a enfin, tout ça est extrêmement intéressant de voir en gros la bascule entre l'avant-révolution et puis le début de l'Empire. Et tout ça émaillé de dégustation, on est d'accord, hein, ça n'est pas qu'une conférence. Non, surtout pas. Non. Et il faut surtout pas que ça soit emmerdant 2 secondes. Genre, on est, je sais pas, place des Vosges, et puis tout d'un coup, je fais goûter la mandarine Napoléon, qui était une liqueur que Napoléon aimait beaucoup, qui avait été fait par son pharmacien Fourcroy. Et puis la mandarine corse, évidemment, à l'époque. Hein. Ah ben, complètement. Voilà. Donc on comprend plein de choses, on comprend des choses en étant dans le site et en voyant ce qui se passe, et en goûtant des choses qui finalement nous éveillent et nous titillent. Donc c'est un espèce une petite pérégrination comme ça, émaillée de réflexion et de goût et de voyage dans le temps. On voyage dans le temps finalement aussi avec nos papilles, quoi, Bien pas sûr. que avec l'intellect. Ouais. Et vous me disiez avant de démarrer cette émission que vous êtes un peu full là. Je veux dire, pour les semaines qui viennent, ça doit être compliqué au moment des JO. Alors, il faut réserver longtemps à l'avance vos petites balades. Allez, vous n'allez pas vous plaindre. Hein, non, je ne me plains absolument pas, et j'en suis absolument ravi. Mais oui, je suis déjà passablement booké. Mais comment ça marche? Par votre site directement, ou est-ce que vous avez des tours opérateurs qui ont vos coordonnées? J'ai des agences qui travaillent avec moi aussi et qui me bookent à distance, notamment américaines. Mais c'est vrai que via mon compte Instagram, j'ai aussi beaucoup de communication avec pas mal de clients, et puis ça fait aussi un peu boule de neige. Donc quand j'ai des clients qui sont contents, ils me recommandent à d'autres, etc. Parce que vous le faites en anglais? Tout en anglais. Ah, voilà. Ouais, tout en anglais. Il faut évidemment, c'est pas sous-titré, donc ça s'adresse à des populations qui parlent anglais. Absolument. Ah ouais, les tours, c'est 90% sont en anglais. D'accord. Ouais. Bon, restez avec moi, Mathieu Mercier. Matt Mercier, on va se parler un petit peu de vos leçons de choses autour des produits sur les réseaux sociaux. Ah non, mais moi ça m'intéresse parce que j'ai relevé quelque chose intéressante, de la bonne pédagogie, de la bonne vulgarisation. On en parle tout de suite dans 1 minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, on est bien, on est installé en plein studio, on parle des JO. Mais si, les JO, vous vous souvenez, on en parlait il y a 2 semaines environ, avant que tout change. Enfin bon, on est aujourd'hui pour parler du dispositif des JO, enfin un certain dispositif, le Food Tour. Si vous connaissez un peu l'anglais, ça veut dire une sorte de visite gastronomique de la capitale, avec Mathieu Mercier, dont c'est la principale occupation. J'ai pas envie de dire le métier, je dirais la principale occupation, Mathieu. Voilà.
Hein la principale passion, on va dire. Oui, oui, mais enfin, là, ça vous prend tout votre temps, ou presque. Là, oui, c'est vrai que oui, ça me prend beaucoup de temps, mais avec grand plaisir. On évoquait juste avant la coupure le Napoléon Foot Tour, qui est en fait retracé la carrière de l'élève de Brienne jusqu'à l'Empire, à travers différents produits, différents lieux autour du Marais, donc de ce vieux Paris. Mais moi, j'aimerais qu'on aborde ensemble, Mathieu, parce que moi, je vous ai découvert sur Instagram. Vous avez une page qui s'appelle Matt Merci, ça va vous renvoyer du monde, tant mieux. Et avant de savoir que vous organisez des foot tours pour les touristes, c'est ce qui nous occupe effectivement en parlant des JO, j'ai découvert votre pédagogie, une sorte... Alors, comment pourrais-je décrire? Vous irez voir, hein, évidemment, sur sa page, mais je dirais c'est un peu le professeur... Entre Monsieur Je sais tout et le professeur Maboulette autour des produits alimentaires. Non, parce que vous mettez ça en scène d'une façon assez Monsieur enlevée. Je sais tout, c'est un peu... Bah oui, enfin, en tout cas, oui, mais c'est votre rôle, hein, de nous enseigner des choses. Et autour de produits intéressants. Alors, puisqu'on parle de Paris, je voudrais évoquer par exemple une petite causerie sur la baguette, parce que vous avez fait également une autre sur le pain, hein, tout à fait. sur la naissance du très pain. Récemment, tout à fait. Très récemment. Mais la baguette, ça m'intéresse, parce que la baguette, c'est le pain parisien. C'est un pain même destiné aux citadins, alors qu'avant on faisait des gros pains. Et vous racontez l'histoire du chantier du métropolitain et non pas du métro Tolipin. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que la baguette à la base, c'est quand même une forme très étrange par rapport à tous les autres pains. Pourquoi cette forme quand même oblongue et bizarroïde? Et effectivement, ça coïncide avec les préparatifs en gros de l'exposition universelle. Et à cette époque-là... On est à quelle époque là? On est avant la fin du siècle dernier. C'est ça, et puis on se rend compte qu'on va recevoir, comme pour les JO là maintenant, des millions de visiteurs du monde entier. Sauf qu'on n'a rien en gros pour les transporter. Donc on se dit, tiens, on va copier une nouvelle invention anglaise qui a l'air de pas trop mal marché, qui a un métro souterrain. Donc on va faire pareil, on va faire un métro à Paris. Sauf que le temps manque et que il faut pouvoir construire tout ça extrêmement rapidement. Donc il y a un ingénieur qui s'appelle Bienvenu, qui est resté célèbre avec Montparnasse Bienvenu, la fameuse station, etc., qui a donc la mission de construire ce métro. Mais le problème, c'est qu'il faut aller extrêmement vite. Donc, il engage deux équipes extrêmement compétentes. Disparates. Alors, très disparates, parce qu'une du Nord, une du Sud, et en gros, ils se détestent. Donc, ils sont sur le chantier. C'est quoi, des Bretons, des Auvergnats, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ils sont obligés de bosser ensemble, et vraiment, ils s'entendent pas. Et assez rapidement, il y a des bagarres, il y a même des morts. Et donc, ils décident d'interdire les couteaux sur le chantier pour limiter la casse. Sauf que les ouvriers ont besoin de leurs couteaux pour découper les grosses miches à chaque fois qu'ils doivent parce que jusque-là, il n'y a que du gros pain. Ben oui, il n'y a que du gros pain. Donc, pas de couteau, pas de casse-dalle. Donc, ils menacent de faire grève. Oui, c'est la méthode française, ça, on sait faire. Hein. Voilà, exactement. Oui, donc, pas de calories, pas de métro. Non, mais c'est assez compréhensible, hein, cela dit. Si on les prive de manger du pain, c'est la moitié du repas qui s'en va à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc, petit problème à gérer quand même. Donc, c'est là que Bienvenu à cette idée de demander à un de ses amis boulangers de réfléchir à faire un pain qui pourrait être justement mangé, cassé, sans couteau, et d'où la baguette qui va donc être intégré sur le chantier, et ça va effectivement calmer les esprits, ça va calmer le jeu, et du coup le chantier est parvenu à être terminé juste à temps, et en gros voilà, ça a sauvé le métro parisien. Et on peut ajouter, parce que moi j'ai travaillé sur le projet de la baguette à l'UNESCO pour Google Agriculture, où on peut ajouter que en fait c'est devenu le pain citadin par excellence, dans la mesure où c'est un pain qui sèche vite, par rapport à ces grosses miches. Alors quand on a un pain à boulanger à moins de 5 km de chez soi, à l'époque, on était obligé d'avoir des miches pour toute la semaine. Alors que la baguette, c'est un pain qu'on va chercher tous les jours. Et ça en fait un pain de ville. C'est le pain parisien devenu le pain des villes. Complètement. Et d'ailleurs, j'en parle souvent avec mes clients, et quand je leur dis que des fois, ce que j'appelle des picky Parisians, c'est donc des Parisiens très à cheval sur la fraîcheur de la baguette, alors qu'ils ont acheté une baguette le matin, sont capables d'aller racheter une baguette juste avant le dîner du soir, alors là, ils sont complètement
effarés, quoi. Ils sont incroyables. Quoi, ils sont capables d'aller 2 fois chez le boulanger dans la même journée. Eh ben, écoutez, c'est l'honneur de nos boulangers français aussi de faire du bon pain et qu'on ait envie d'en manger. Une autre histoire, Matt, je dis Matt parce que c'est votre surnom sur Instagram, Mathieu, puisqu'on recevait en première partie d'émission tous ces messieurs de la restauration et notamment on avait au téléphone Christophe Joly du fameux groupe Joly des brasseries parisiennes. Je voudrais qu'on parle de soupe à l'oignon parce que la soupe à l'oignon et la gratinée, c'est devenu un peu un symbole de cette restauration parisienne que vont venir chercher les touristes. Complètement, et ça aussi on me le demande, mais quasiment tous les jours, où est-ce que je peux aller manger une bonne soupe à l'oignon, ouais, absolument. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle vraiment de la comfort food, quoi. C'est tout de suite on se sent mieux, voilà, ça enrobe. Et la soupe à l'oignon, moi j'adore ça depuis toujours. Je la recherche aussi souvent. Et c'est vrai que les origines de la soupe à l'oignon sont quand même assez géniales parce que, alors, à la base de la base, en gros, l'oignon servait à faire des soupes chez les Romains. C'est-à-dire que la plèbe utilisait l'oignon parce que ça coûtait que dalle, c'était facile à faire et en gros, ça remplissait la panse. Donc pendant des siècles, c'était vraiment... C'était le légume quoi qu'on mettait dans l'eau. Exactement ça, voilà. Et puis ça permettait de donner un peu de goût, un peu de calories, etc. Et donc les Romains... et de la vitamine C, excusez-moi d'ajouter, parce que c'est très important. C'est vrai. Et donc, ça, c'était la soupe du pauvre, très clairement. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une espèce comme ça d'ouverture grâce à l'ex-roi de Pologne qui découvre donc une soupe à l'oignon comme ça. Encore Stanislas Lesinski. Encore lui. Ouais, le baba au rhum et tout ça. Le puits d'amour et exactement. C'est vrai qu'il a eu quand même une magnifique contribution. Incroyable. Il mériterait une très belle statue sur la Concorde. Oui, on va en reparler après les JO. Et donc il s'intéresse à ce mets en particulier. Voilà, donc il goûte une soupe à l'oignon absolument savoureuse sur son chemin qui le mène à Versailles. Et puis il veut véritablement savoir comment ça se fabrique, quel est le secret de la recette, etc. Et donc finalement il amène la recette au chef cuisinier de son gendre, Louis XV. Et ça devient tout d'un coup un espèce de hit comme ça pour les courtiers de Versailles, parce que c'est bon, et 2, on s'aperçoit que l'oignon a des vertus désodorisantes, surtout quand on a les haleines bien chargées par le rouge et les agapes. Il vaut mieux sentir l'oignon que le vin rouge. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. Surtout quand on a envie de compter fleurettes. Donc l'oignon vient équilibrer la fleurette. Et donc ils s'aperçoivent que c'est quand même un petit remède miracle. Et donc ensuite c'est repris dans les halles de l'époque, surtout dans les bouillons, en tout cas dans ces brasseries-là. Voilà, exactement. Et alors à l'époque, aujourd'hui c'est le kebab vers 3-4 heures du matin. À l'époque c'était la soupe à l'oignon, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était le souper, quoi. On allait souper même après le spectacle, etc. Et la gratinée est venue rajouter du fromage en surface sur un crouton. Voilà, exactement. Et là on était calés, on était bien là. Et il faut dire que maintenant on l'a fait avec du bouillon de bœuf en général, plutôt que de l'eau, et évidemment ça apporte un arôme supplémentaire. Clairement, Voilà, on va arrêter là, parce que sinon je vais vous dézinguer tout votre compte Instagram. Non, et après ils vont plus aller voir, ceux qui nous écoutent. Et moi je vous incite à aller voir parce que vous apprendrez des tas de trucs. Et même si vous êtes dans les métiers de bouche, parce qu'il nous manque toujours des informations, même on peut aller y puiser. Mais surtout, j'invite ceux qui veulent au moment des JO et après à visiter Paris sous un tour un peu gastronomique, à vous contacter sur votre site. Vous pouvez le donner d'ailleurs. Merci, avec grand plaisir. Donc c'est mattmercy.com, donc ça c'est mon site internet. Sur Instagram, mattmercy. Voilà. Et je fais des tours aussi, ce qu'on appelle des team building, donc j'en fais aussi de temps en temps. Autour de la soupe à l'oignon, ça doit bien builder, effectivement. Là ça build dur. Merci Mathieu, merci. Merci à vous. Je vous souhaite d'avoir plein d'activités pendant les JO et de porter la bonne parole de cette gastronomie parisienne. Voilà les amis. Encore le temps pour vous de décider ce que vous ferez de votre été à Paris ou non, parce qu'il y en a beaucoup qui vont partir, en tout cas à l'écoute de nos spécialistes du sport pendant toutes les épreuves des Jeux Olympiques. Allez, dans un petit instant, les infos de 11h après, c'est au tour d'Alexandre Devecchio en toute vérité, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du grain à moudre en ce moment, Alexandre. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche à l'écoute de nos programmes. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.